lecture qui sera probablement très longue, donc préparez-vous psychologiquement. Pourquoi très longue? Je suis dans un entre-deux où j'ai 7 livres à vous présenter. Fallait que je tourne aujourd'hui, donc je me suis dit je vais tourner un date lecture aussi puisqu'il faut. Mais 4 livres et 3 livres ça allait pas le faire. Donc ben, j'ai décidé de faire 7 livres, oui. Donc ça va être très long. Et je vais pas me priver de vous dire ce que j'ai envie de vous dire juste sous prétexte que ça risque d'être très long. Donc je vous invite soit à avoir votre goûter sous le nez, thé, café ou ce qu'il vous faut, soit à regarder la vidéo en plusieurs fois. Tout simplement, c'est à ça que sert la playlist, à regarder plus tard. Après, c'est pas 7 livres dont j'ai beaucoup de choses à vous dire à chaque fois, donc je pense que potentiellement ça peut aller. Je dis bien potentiellement, je m'avance pas trop. En premier lieu, je vais vous parler d'un tout petit livre qui coûte un bras, Décomposé de Clémentine Beauvais aux éditions L'Iconopop. Quoi vous en dire? En gros, elle est partie d'un poème de Baudelaire que je vais vous lire dans la foulée pour écrire toute une histoire. Elle est partie du poème qui s'appelle La charogne. Une charogne, pardon. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Charles Baudelaire, une charogne, les fleurs du mal. Donc elle est partie de là pour se dire mais qui était cette charogne, qui était cette femme, qu'est-elle devenue, pourquoi elle a fini comme ça, l'a-t-on tuée, de quoi est-elle morte, etc., etc., etc. Et donc elle est partie de ça pour faire un petit roman en vers libre. Donc qui dit en vers libre dit ça ne rime pas forcément, mais dit il y a une mise en page un peu particulière. Donc je sais qu'avec mon montage vous verrez pas forcément les lignes, on verra bien, mais bref. Et j'ai beaucoup aimé, figurez-vous, puisque je lui ai mis la note de 10 sur 10. Alors c'était pas un coup de cœur, allez savoir pourquoi, mais je lui ai mis la note de 10 sur 10 quand même. Le seul point négatif que je lui ai trouvé, et on va commencer par là, c'est son prix, puisque vous l'aurez constaté, c'est tout petit, et puis en plus qui dit en vers libre dit bah il y a moins à lire par page, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a même pas de numéro de page, donc je peux pas vous dire combien de pages il fait, mais franchement, une centaine, 120, à tout péter je pense, et il a coûté 13 balles. Et c'est un format poche en plus, je sais pas si ça se voit. Attendez, je fais un teasing d'une suite de la vidéo. Voilà, ça c'est un poche PKJ, il fait la même taille, il est juste un tout petit peu plus large quoi. Donc c'est clairement un poche. Il a quand même coûté 13 balles pour 125 pages de poche quoi, enfin bon, un peu bof, mais soit, l'argent va en partie à Clémentine Beauvais, on va dire que je suis contente. Bon, sinon, pour le reste, que des points positifs. Premier, évidemment, l'idée de base, enfin je veux dire, l'idée de base est excellente. Partir sur un poème déjà connu, qu'on remet en début au cas où, et étoffer et prendre un personnage et créer son histoire et tout, moi j'ai trouvé ça génial. J'ai juste trouvé ça génial. Ensuite, évidemment, il s'agit de Clémentine Beauvais, donc l'écriture, le style d'écriture, la façon d'écrire, les vers libres et tout, c'était tellement stylé, j'ai adoré. Je me demande si c'est pas le premier truc, je crois que c'est la première chose que j'ai lu en vers libre, et ça ne m'a pas découragée, j'ai beaucoup aimé, et surtout qu'en fait, comme c'est pas... comment dire, comme ça reste des vers libres, il n'y a pas forcément de rime, il n'y a pas forcément un nombre de pieds, ça fait pas très carré, très scolaire, très... vous voyez, c'est pas du tout gênant, voire même, en fait, ça aide presque à avoir des figures de style quand il y a des répétitions et ce genre de trucs, parce que comme la mise en page est faite de sorte à ce que ça ressorte, bah en fait on voit que ça et je trouve ça génial. J'ai aussi noté que le personnage principal était vraiment top, donc la fameuse charogne. J'ai beaucoup aimé quand elle n'était pas une charogne, voilà on va dire ça comme ça. Très très chouette. En parlant d'ailleurs de la fameuse charogne, la fin, pourquoi tout le topo et tout, trop bien aussi. Les morales aussi apportées parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets. Sur la 4ème, on vous dit que la femme va, enfin la fameuse charogne va passer de prostituée, chirurgienne, avorteuse, tueuse en série, enfin voilà, tout est dit là-dedans. Elle prend plein de casquettes et ça c'était vraiment top. Et avec ce côté un peu tueuse en série, il y a un petit côté réécriture de Jack l'Éventreur et ça j'ai trouvé ça très stylé aussi parce que franchement, des trucs à propos de Jack l'Éventreur je sais qu'il y en a mais j'en ai très peu lu, donc moi ça m'a beaucoup plu. Bref, c'était une excellente lecture, donc si vous l'avez surtout en bibliothèque pour éviter de payer 13 € pour un livre aussi petit, eh bien je vous le conseille vivement parce que c'était très sympa. Par contre, c'est clairement de l'adulte, à ceux qui se poseraient la question. Et ensuite, ça a été le mois de la fantaisie qui s'est conjugué avec le bingo du plib. Donc je vais pas vous le dire pour chaque bouquin, quoique me connaissant, je vais probablement le faire quand même. Mais la plupart de ces livres, du coup, correspondent au mois de la fantaisie, donc c'est du fantastique ou de la fantaisie, parce que je vais pas re-rentrer dans le débat fantastique-fantaisie, mais bon, bref. Des fois, vous estimerez que c'est du fantastique plus que de la fantaisie,
peu importe, ça pour le coup vous ne débattrez pas avec moi, c'est de la fantasy, puisqu'il s'agit de Le Don, qui est le premier tome de la saga Le Dernier Souffle de Fiona McIntosh aux éditions Milady. Il faisait partie des antiquités de ma palle, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai sorti à ce moment-là, parce que c'était la requête, hein, il fallait sortir une vieillerie de ta palle. Et en l'occurrence c'est une briquette, donc ça fait partie des raisons pour lesquelles il était là depuis longtemps, et puis aussi parce que c'était un gratuit, et qui dit gratuit, dit je l'ai pas choisi vraiment dans la librairie, c'est j'ai choisi parmi un certain nombre de livres, et du coup bah, il me fait toujours moins envie. Pour le pitch de base, on va suivre Will Thirsk. Je le dis à l'anglaise parce que franchement je sais pas comment on est censé le dire à la française. Thirsk, peut-être, je ne sais pas. Qui va devoir malheureusement pour lui assumer le rôle pour lequel il était prévu depuis tout petit, c'est-à-dire général des armées de Morgravia, parce que son père est décédé tout simplement. Et bah malheureusement il va rencontrer le prince, qui est donc le futur roi. C'est pas un gars coolos, genre du tout. Et donc on va le suivre dans cette fantaisie médiévale, parce qu'il va aussi croiser la route d'une sorcière qui va lui transmettre un pouvoir qu'il n'avait pas demandé, mais qui va lui transmettre quand même le fameux dernier souffle. Et on ne découvre que tardivement dans le bouquin exactement ce que c'est, donc je vais pas vous en dire plus pour le pitch. J'ai beaucoup aimé, malgré le fait que ce soit une briquette. En fait ça a été plutôt addictif. Je lui ai mis la note de 7,5 sur 10, c'est-à-dire c'est une bonne lecture mais sans plus. Avec le recul j'ai plus envie de lui mettre un 8 parce que régulièrement j'y repense en fait, et en me disant je voudrais bien la suite quand même, ça me fait bien envie de lire la suite malgré le fait que ce soit une briquette, et je crois que les tomes suivants aussi. Pour les bémols qu'il y a eu, c'est une lecture très classique, c'est-à-dire que si vous voulez de la fantaisie innovante, originale, etc., clairement c'est pas vers ce livre qu'il faut vous tourner. Par contre, si vous voulez une fantaisie médiévale classico-classique, c'est pas qu'il n'y a pas de retournement de situation, c'est que c'est des trucs vus, déjà vus et revus, etc. Mais c'est très bon quand même, donc c'est ça qui est un peu ambivalent, c'est que si vous voulez de la nouveauté, c'est pas là qu'il faut aller. Si vous voulez juste une fantaisie qui passe crème, ça c'est nickel. Autre bémol, même si ça se lit vachement bien, il y a quand même par-ci par-là quelques longueurs, mais je vous avoue que maintenant avec le recul, les quelques longueurs, je m'en rappelle pas, et je me rappelle pas que ça m'est... Enfin sur le moment ça a dû me gêner manifestement, mais là avec le recul, bon, elles m'ont même pas marqué, donc c'était pas si terrible. À la limite, je veux bien accorder que c'était lent à démarrer, parce que avant que la sorcière lui file son pouvoir, il faut un certain temps, et avant qu'on découvre en quoi consiste le pouvoir, il faut un autre temps suffisamment long. Donc à la limite, c'était peut-être plus mon impatience que des longueurs que j'avais du mal à gérer. Par contre, hein, je l'ai dit, je le redis, je veux la suite, hein, parce que je veux savoir ce qui se passe, et ce qui va arriver à nos personnages principaux. Personnages principaux qui d'ailleurs sont extrêmement réalistes avec leurs défauts, leurs qualités, etc. On n'est pas dans une fantaisie où on a le héros au-dessus de tout le monde, qui est trop bien, trop classe, que machin, et les autres qui sont tous soit des super gentils qui l'aident envers et contre tout, et qui sont ses potes à la vie et à la mort, et les autres qui sont des gros vilains pas beaux méchants, qui ont aucun point positif et jamais de la vie, quiconque pourrait les aimer, les supporter et machin. Ok, il y en a un petit peu des personnages comme ça, un peu très manichéens, notamment le prince dont je vous parlais tout à l'heure, il a rien de positif, hein, voilà. Et encore, on peut lui accorder quelques qualités vite fait de loin. Et pareil avec notre personnage, Will, autant vous dire, ça reste quand même principalement un héros. Mais c'est pas un héros tête à claque comme peut l'être Harry ou Frodon ou ce genre de héros, vous voyez, c'est un héros qu'on aime beaucoup. Bon, pourquoi est-ce que je veux la suite, hein? C'est parce que dans ce bouquin, il y a de la tension, il y a du mystère, et ça fait kiffer. Donc je l'ai dit, il n'y a pas de plot twist incroyable, mais quand même, il y a de belles petites surprises, des petits retournements de situation sympathiques, des découvertes sympathiques aussi, et comme je le disais, de la tension. Parce que moi c'est le truc, c'est qu'en young adulte, je m'attends pas forcément, enfin j'ai l'impression qu'il y a une ambiance qui se place dès le début, qui nous dit est-ce que c'est une gentille fantasy et ça va, il n'y aura pas trop de morts, ou est-ce que c'est une méchante fantasy où on doit se préparer à des plot twists incroyables et à des morts dans tous les coins. Quand c'est de la fantasy adulte, comme celle-là, c'est plus compliqué de le percevoir dès le début si on doit se préparer à des chocs émotionnels ou pas. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai apprécié aussi, c'est le fait qu'on prenne pas de pincettes. On est dans une fantasy adulte, donc à partir du moment où c'est adulte, c'est open bar, si j'ai envie de te parler de ce que je veux, même si c'est glauque, même si c'est horrible, même si c'est méchant, même si c'est dégueulasse, eh bien je vais le faire quand même. Et Fiona McIntosh ne s'en prive pas. Voilà. Donc très chouette comme lecture. En plus,
Il y a plusieurs points de vue, même si vous savez, je suis pas fan de plusieurs points de vue. Mais là, je les ai trouvés très pertinents, ces plusieurs points de vue. Donc, moi je vous dis, très très bonne lecture. Petite lecture qui devrait passer vite, ou en tout cas, enfin si, vous le lirez vite et moi je vais vite vous en parler. Pressé, pas si pressé, de Bernard Friot, aux éditions Milan. Donc petit livre, j'en avais parlé dans le book haul que vous avez vu il y a probablement un moment, mais je vous le mets là quand même. Attendez. Est-ce que je vous le mets là? Ou là? Non, je vous le mets là. Je crois que c'est là. Bref, peu importe. Donc en gros, il y en a plein d'histoires comme ça. J'en ai déjà 4 et ça c'est le tome 5, mais je crois que je les ai pas dans l'ordre, si bien qu'il m'en manque un, je crois encore. Mais en gros, c'est des toutes petites nouvelles écrites en énorme, hein, donc voilà. Des toutes petites nouvelles pour les enfants, principalement, même si moi ça me fait marrer, avec beaucoup d'implicite. Donc c'est intéressant à travailler avec les enfants par rapport à l'implicite, mais là c'est l'ex-prof qui vous parle. Après, en tant qu'adulte, c'est peut-être pas le meilleur truc du monde, mais si vous avez des enfants, c'est sympa. Là, en l'occurrence, contrairement aux autres, c'est pas une nouvelle sur des thématiques complètement différentes à chaque fois, mais on suit tout du long Lucas qui a bientôt 12 ans et il a un quotidien de collégien classico-classique. Ce qui fait que je l'ai noté 6,5, ce qui est donc pas top. C'est premièrement le fait qu'on suive un même personnage tout du long, c'est-à-dire que c'était beaucoup mieux quand on avait des nouvelles différentes sur des thématiques différentes, parce que du coup, ça faisait tout plus puissant, plus fort, puisqu'il y avait... on devait aller plus vite et il n'y avait pas à remplir des pages, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait vraiment une histoire, un but, un objectif, et comme on n'avait que 2-3 pages pour raconter, eh ben, il fallait être vite, efficace, etc. Là pour le coup, il y a certaines nouvelles avec Lucas, on s'en fiche un peu quoi. Donc c'était sympa, mais sans plus, d'autant plus, dernière chose à dire, qu'il y avait des répétitions, c'est-à-dire que je ne compte pas le nombre de fois où on nous a parlé de sa relation, enfin de Machine, qui est sa sœur, de son prénom à lui, de l'âge qu'il a lui. En fait, ils partent du principe que tu liras une nouvelle tous les 2-3 soirs, quoi, et que du coup tu vas complètement oublier ce que t'as lu avant. Sauf que quand t'es adulte et que tu lis tout d'une traite, bah, les répétitions c'est un peu pénible. Puis je suis même sûre que si tu lis ça en lecture filée avec des gamins, au bout d'un moment eux aussi ils pourraient en avoir marre des répétitions. Bref, donc clairement pas fou. Si vous avez envie de lire des petites nouvelles avec de l'implicite avec vos enfants, c'est pas le meilleur livre. Je vous conseille d'autres de la série. Je saurais plus vous dire lesquels sont les meilleurs avec le recul. Enfin, ma mémoire, quoi, vous connaissez, mais pas celui-là. Ensuite, une lecture que vous avez vue tout à l'heure en coup de vent et qui a ravi Laurine, évidemment. Tada! Donc, Gardien des Cités Perdues, évidemment. Le Grand Brasier, qui est le tome 3 de Shannon Messenger aux éditions PKG, puisque j'ai le format poche. Le synopsis, vite fait, c'est Sophie qui lit dans les pensées depuis qu'elle est toute petite, qui est extrêmement intelligente, ce qui fait qu'à 12 ans, elle est déjà au lycée. Alors, je sais plus en quelle classe, mais elle est déjà au lycée. Et en fait, lors d'une sortie au musée, elle va découvrir que si elle est si intelligente qu'elle peut lire dans les pensées et tout le tralala, c'est parce qu'elle n'est pas humaine, mais qu'elle est une elfe. Donc la personne qui lui a révélé tout ça va l'emmener dans le monde des elfes. Et à partir de là, on va la suivre dans le monde des elfes, où elle va poursuivre des études dans le monde des elfes, où elle va avoir des parents adoptifs, puisqu'évidemment ses parents humains, on va pas les amener dans le monde des elfes. Bref, et voilà, c'est une grande série de fantasy que j'aime beaucoup, que Laurine aime encore plus que moi, et qui est vraiment très très top. Là donc comme je le disais, c'est le tome 3, j'ai plus ou moins l'impression que je me lis un par an ces derniers temps. Un par an parce que un par mois de la fantasy. Le tome 4 est dans ma palle. Est-ce qu'il sortira avant le mois de la fantasy? On ne sait pas, mais on va dire qu'au plus tard il sortira au mois de la fantasy de l'année prochaine. Une première chose qu'il faut savoir, c'est que ces livres ont beau être épais, quoique en poche on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais je vous garantis que ça se bouffe à une vitesse incroyable. Vraiment c'est dingue de voir à quel point, attention combien de pages, à quel point 560 pages peuvent se lire si vite. Gardien des Cités Perdues c'est vraiment une série. À mon avis, si vous voulez mettre votre enfant à la lecture, ok, les tomes sont épais et peuvent lui faire peur, mais une fois à mon avis qu'il est rentré dedans, il lâchera plus. Il ne lâchera plus. Donc c'est extrêmement addictif. Par contre, il faut quand même un enfant, ou un adulte, susceptible de gérer sa frustration vis-à-vis du manque d'informations. Je m'explique, il y a plein de mystères qui tournent autour de Sophie et de l'univers dès le début du premier tome. À l'heure actuelle, Laurine en est au tome 8,5. Elle est loin d'avoir toutes les réponses. Réponses des questions qu'on se pose au premier tome. Notamment, du coup, puisque c'est une elfe, qu'elle a des parents humains, c'est pas possible. Donc qui sont ses vrais parents biologiques? Laurine ne connaît qu'un des deux. Laurine ne connaît pas les deux parents biologiques. Moi je ne les connais pas encore non plus, mais j'ai quand même eu quelques réponses.
Donc, il y a quand même ce truc de... Vous allez avoir beaucoup de temps avant d'avoir des réponses aux questions que vous vous posez dès le début. Et ça crée d'ailleurs des déceptions parce qu'il y a des moments où vraiment il y a un climax, on s'attend vraiment à ce que les réponses aux questions qu'on veut, enfin les réponses qu'on veut aux questions plutôt, arrivent et ça n'arrive pas et ça tombe comme un soufflé. Donc évidemment, Sophie est dans le même état que nous, extrêmement déçue et voulait aussi les réponses. Mais voilà, nous on est en mode j'ai toujours pas la réponse à cette question, j'en ai marre. Donc moi ça me gêne un peu, mais pas plus que ça parce que je sais que si je veux les réponses, j'ai la suite des tomes. Par contre, dans le cas de Laurine, qui elle attend depuis belle lurette la suite, ça peut piquer, je comprends. Mais après, du coup, le contre-pied de ça, c'est que ça crée un suspense de dingue. Hein. Et puis même au-delà des révélations, il y a quand même du suspense tout du long dans ce livre, et dans tous les livres de Gardien des Cités Perdues jusque-là. Attention, voici venir arriver la minute kiff. Et par kiff, je ne dis pas K-I-2-F-E, hein, je parle vraiment du personnage de Kiff, qui n'est pas sur cette couverture évidemment, mais kiff. Donc Kiff, c'est juste... Alors c'est pas un book boyfriend pour moi parce qu'il est trop jeune, c'est-à-dire qu'il a 15 ans je crois de mémoire, donc non, je ne saute pas sur les petits jeunes de 15 ans, mais croyez-moi, s'il en avait 25, ça serait autre chose, puisque c'est le rigolo de la bande, il est extrêmement intelligent, extrêmement drôle, il est sensible aussi puisque c'est un empathe, ça veut dire qu'il ressent toutes les émotions des autres tout simplement, et kiff, juste kiff, genre kiff. Il y a plein de gens qui aiment cette série et qui vont potentiellement me demander si du coup je suis pour le couple Sophie-Kiff. Non, je suis pour le couple Kiff-Clémentine. Mais non, sans blague, je suis pas pour parce que pour l'instant j'ai plus l'impression que c'est le bon pote, vous voyez. Donc moi je kiffe son perso, énormément, très beaucoup, mais pour l'instant, je pense que la romance va s'installer plus tard, une sorte de triangle amoureux un petit peu Kiff, Fitz, Sophie. Mais là pour l'instant c'est plus amical je trouve qu'autre chose, donc bon, je les casse pas forcément ensemble. Bref, revenons à nos moutons. Ah, autre truc, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en lis qu'un par an, grosso modo. Est-ce qu'on peut saluer, louer, adorer, vénérer les rappels progressifs? Oui, je râle souvent sur le fait qu'il n'y en ait pas. Là, il y en a et j'étais heureuse. C'est-à-dire que de temps en temps, on vous lâche des petites infos de rappel en fait de ce qui s'est passé dans les tomes précédents, et je pense qu'ils sont suffisamment légers pour ne pas saouler ceux qui viennent de les lire, et en même temps suffisamment présents pour que les gens qui comme moi ne se rappellent pas de tous les détails puissent avoir des rappels. Et contrairement à d'autres bouquins que j'ai lus aussi, il n'y a pas des rappels qui s'égrènent jusqu'à la fin du bouquin quoi. Les rappels au bout d'un moment s'arrêtent, voilà, et vous n'avez pas les infos en fin de bouquin. Dernier point qui m'a moyennement plu, le fait que parfois, alors je ne me rappelle plus dans le détail du pourquoi du comment, donc je vais pas pouvoir développer, mais j'ai trouvé que parfois c'était brouillon apparemment, donc voilà, parfois c'était brouillon. Je crois que c'était au niveau des actions où j'imaginais mal, c'était pas forcément très clair du qu'est-ce qui se déroulait où, quand, comment, voilà. Ce qui va à l'inverse du fait que je trouve que la visualisation en règle générale dans les livres de Gardien des Cités Perdues est très facile. Visualiser, enfin moi j'ai aucun problème à me faire un film mental de ce qui se passe à tel endroit, des paysages, des moments, des endroits, des gens, enfin très facile, et ça c'est très très agréable. Et enfin, je me dois de soulever l'univers, tout simplement, l'univers est extraordinaire. L'univers, la magie, le mystère, mais c'est difficile à expliquer sans mettre de mots dessus et sans spoiler, mais il y a vraiment, je trouve, un univers fourni avec beaucoup de créatures, de mythologie, de fonctionnement, de règles, de lois aussi, enfin bref, de fonctionnement très développé, et vraiment je trouve ça génial. Bref, vous l'aurez compris, mis à part pressé, pas si pressé, pour l'instant il n'y a que de la très très bonne lecture, donc je pense qu'à la fin de la vidéo je vous ferai pas le fameux « si vous ne devez acheter qu'un livre, achetez celui-là », parce que là pour le coup il y a tellement de trucs excellents que ça dépend des goûts et des couleurs tout simplement. Et oui, parce que je vais encore vous présenter une excellente lecture. Tada! Âge temps, encore de Clémentine Beauvais, parce qu'on aime Clémentine Beauvais. Âge tendre de Clémentine Beauvais, donc aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Là on va suivre les aventures de Valentin, qui est dans un monde, je crois que c'est en 2040 ou un truc du style. En tout cas dans une petite dizaine d'années ou une petite vingtaine d'années. Et la présidente a établi que maintenant il y aurait une année de service civique entre la 3e et la 2e. Et donc pendant cette année-là, eh bien,
vous allez passer une année complète dans un même service, dans un même endroit, pour bosser, enfin un stage sur l'année quoi. Et donc notre cher ami Valentin va se retrouver dans, alors attendez, le Pas-de-Calais, un centre pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer, minutieusement reconstitué pour ressembler à un village des années 60. Donc en fait c'est un service très particulier de certains hôpitaux si je dis pas de bêtises. Alors ça n'existe très peu à l'échelle actuelle, mais on est en 2030-2040, donc ça existe là-bas. Et en gros, eh bien, on reconstitue pour rendre l'Alzheimer plus simple à vivre pour ces personnes-là, où vraiment on les baigne dans l'univers de leur enfance. Et donc, ceci est le rapport de stage de Valentin. Donc vous attendez pas, enfin si, attendez-vous au style atypique de Clémentine Beauvais, mais c'est pas censé être elle qui a écrit le livre, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai adoré ce livre. Je l'ai même noté 9 sur 10. Je l'ai lu en 2 jours et celui-ci je l'ai lu pour... Flûte, comment il s'appelle ? Pour le challenge Young Adult d'Emma de la chaîne La Bouquinade. Et c'était pour quelle catégorie Peut-être bien pour la catégorie One Shot. Je crois que c'est pour la catégorie One Shot. Je me disais que c'était bizarre mon histoire de 9 sur 10. J'ai pas lu la bonne ligne. Cette lecture a été un petit coup de cœur. Pas un gros coup de cœur, mais un petit coup de cœur. Petit coup de cœur pour le style d'écriture évidemment de Clémentine Beauvais qui est toujours aussi atypique. Petit coup de cœur pour tellement de choses. Bon déjà premièrement, j'ai fini le livre avec les larmes aux yeux et clairement si j'avais pas été interrompue par mon copain pour aller manger, j'aurais peut-être pleuré. Pas une grosse larme, mais j'aurais peut-être pleuré, lâché une petite larme, Michette, tout ça. Bon comme d'habitude, il s'agit de Clémentine Beauvais, donc j'ai forcément mis des points positifs sur 1, l'idée de base, voilà, et 2, le fait que ça soit complètement déjanté. C'est Clémentine Beauvais, est-ce qu'on est surpris? Non. Mais est-ce qu'on doit le souligner à chaque fois? Oui, parce que par rapport aux autres livres des autres auteurs, ça sort du lot. Donc, soulignons l'excellence de Clémentine Beauvais. Je note aussi sur un autre aspect du bouquin, tout ce qui est décor et ambiance générale, franchement l'unité mnémosine, elle est géniale. Ce village des années 60, alors que j'y connaissais rien aux années 60, ni à la culture francophone des années 60, ni à ce que ressemblait le monde dans les années 60, ni même à quelle technologie était là dans les années 60. Quoique mes parents soient nés dans les années 60, vraiment, c'est pas le genre de truc que je savais. Donc maintenant je sais, et c'était très très chouette. Et franchement, l'univers était très sympa, avec vraiment cette unité très atypique. Les personnages aussi, franchement, les petits vieux de l'unité étaient géniaux. Les soignants et docteurs de l'unité étaient géniaux aussi. Le personnage de Valentin, on va pas dire que c'est le personnage en lui-même que j'aime, c'est plus son évolution. C'est-à-dire que c'est pas qu'il est horrible le personnage, mais vraiment au début... Désolée pour les mots, c'est un petit con. C'est un petit con, c'est fait exprès, et après il est peut-être un peu moins petit con, mais au début il est vraiment pas chouette. Après il est de plus en plus sympa. Niveau évolution, je vous note aussi la relation entre Valentin et sa chargée de stage, je sais plus comment c'est, mais en gros c'est la personne qui suit le stage, si ça se déroule bien avec lui, etc. Qui est donc la médecin, je pense que c'est une des médecins en chef de l'unité ou un truc du style, et j'ai beaucoup aimé leur relation, j'ai beaucoup aimé comment ça s'est passé entre eux, etc., comment ça évolue, c'était très très chouette. À nouveau, je peux pas vous donner trop d'indices, trop d'infos, parce que je vous révélerai des trucs et ça serait vraiment dommage. Bon, et puis comme d'habitude, il y a du féminisme et d'autres dimensions engagées, on est obligé de le souligner, voilà, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir, et Clémentine Beauvais l'a fait, donc on est heureux, c'était tellement une bonne lecture, j'ai tellement adoré Ashton. C'était très très chouette, d'autant plus que je l'avais eu en concours, je l'ai gagné en concours grâce à Solivresse sur Libradic bien sûr, sur Instagram, et cette lecture était géniale, donc je suis tellement heureuse de l'avoir reçue. Excellente lecture. Entre nous, on sait tous que j'aurais fini par l'acheter de toute façon, mais du coup je pense que ça me l'a fait lire beaucoup plus vite et c'était vraiment une pépite. Et pour finir sur ce livre, je l'ai un peu dit, mais la relation entre soignant et patient, la relation de Valentin, comment il s'est attaché aux patients et tout, c'était trop mignon, trop cute, et ces patients étaient vraiment sympathiques. Pour le pitch, je vous ai vraiment fait le pitch de l'ambiance, mais j'ai oublié de vous donner quand même un détail. La première mission de Valentin, ça va être d'écrire une lettre, puisque il y a madame, j'ai plus son prénom, bon j'ai plus son nom de famille, mais il va devoir annoncer à une patiente qu'en fait Françoise Hardy ne pourra pas venir chanter à l'unité, sauf qu'en fait il va pas avoir le cœur de lui dire qu'elle pourra pas et il va lui dire qu'elle va venir chanter. Voilà, donc maintenant il va devoir trouver un sosie de Françoise Hardy dans les années 60. Bon courage Valentin. Bref,
excellente lecture. Comme j'ai dit tout à l'heure, je peux pas vous dire s'il y a 15 trucs à vous conseiller, je vous conseille celui-là, parce que les autres c'est de la fantasy, ça c'est du contemporain, un tout petit ch'touille futuriste, mais ça se sent même pas. Enfin, c'est le contexte qui est un peu futuriste, mais sinon le reste c'est pas futuriste. Donc bon, en fonction de vos goûts, soit je vous conseille très vivement à tendre, soit vous pouvez prendre une des autres fantaisies qui ont été excellentes aussi. Franchement, je viens de regarder le timing et où on en est. Sachant qu'il me reste plus que 2 vidéos à vous présenter, je pense que je m'en sors plutôt pas mal. Hein. J'allais vous dire, j'espère que vous me trouvez pas trop expéditive. Me connaissant, vous me trouvez déjà suffisamment bavarde comme ça. C'est juste que j'ai pas l'impression de développer les points que je vous donne et surtout de vous balancer tous les points et puis démerde-toi avec tout ce que j'ai balancé comme points. J'espère que du coup c'est pas trop brouillon et trop je vous balance des infos et vous vous débrouillez avec. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Comme d'habitude, promis, je ne me vexe pas si vous trouvez que c'est trop long ou que je vous détaille trop ou quoi ou qu'est-ce. Après, je vous l'ai déjà dit, hein, je détaillerai jamais moins. Mais par contre, si c'est trop brouillon, je peux faire des efforts. Et là, normalement, votre réflexe, c'est de vous dire « mais elle s'est décalée, ça veut dire qu'elle va nous mettre une image de sa lecture ?» Eh oui Tadam! J'ai lu Le Drakkar éternel d'Estelle Faye, je sais toujours pas, aux éditions Scrineo, que j'ai lu en numérique, d'où l'image. Je pense que je me l'achèterai un jour parce que vraiment il m'a bien plu et que je trouverais ça dommage de ne pas l'avoir dans ma bibliothèque s'il m'a bien plu. C'est une petite lecture jeunesse à qui j'ai mis 8 sur 10. Pour le pitch, on va suivre, je sais plus comment il s'appelle et je l'ai pas écrit là et je n'ai pas le résumé sous les yeux évidemment. Donc un jeune homme et une jeune femme qui vont avoir une journée un petit peu difficile au collège, notamment parce que le garçon est harcelé. La fille le défend systématiquement, mais sur ce coup-là, je crois qu'elle était pas là pour le défendre et que du coup, il a passé une journée un peu pourrie. Et comme ils vivent en Bretagne, peut-être bien, eh bien, ils ont l'habitude de se faire des petites excursions en bateau jusqu'au jour où leur excursion en bateau va se passer difficilement, puisque je crois qu'il y a de la brume à ce moment-là. Ils vont être pris dans la brume, ils vont avoir du mal à se diriger, et ils vont être récupérés par un Drakkar de viking. Voilà, d'où le Drakkar éternel. Et ils vont apprendre que bien les vikings à bord sont en fait maudits et doivent errer à jamais jusqu'à ce que quelqu'un arrive pour eux à effectuer une mission, une quête. Et donc ils vont demander aux enfants de faire cette quête pour eux. Et je vais boire un coup parce que je me dessèche tel un vieux pruneau qui parle trop. Alors, ce livre, je l'ai plutôt bien aimé, puisque vous l'avez constaté, je lui ai quand même mis la note de 8 sur 10, qui, je rappelle, pour la 12 milliardième fois, n'est plus ma normalité, c'est au-dessus du seuil de c'était une bonne lecture. J'ai trouvé ça très sympa parce qu'en fait, au final, c'était une sorte d'exposé, même si on n'aime pas trop les exposés d'habitude, une sorte d'exposé sur la mythologie nordique pour les enfants. Je pense que l'objectif de base était vraiment celui-là, c'est-à-dire faire une histoire d'aventure autour de la mythologie nordique pour la présenter un petit peu, faire une première initiation, si vous voulez, à la mythologie nordique pour les enfants. Et ça, c'était vraiment très bien réalisé. Parce que c'était ni lourd, ni pénible, ni redondant, et moi, en tant qu'adulte, je l'ai perçu que c'était l'un des objectifs. Mais je pense qu'un enfant prend les infos sans se rendre compte que c'est un des objectifs. Et sans voir ça de manière trop lourde de « oh là là, elle va encore nous parler du dieu machin et du dieu bidule, et qui sont pas copains et machin et minule ». Vous avez compris, je crois. Ensuite, truc qui va beaucoup plaire aux enfants, c'est un condensé d'actions. Autant nous, en tant qu'adultes, les actions, on les voit plus ou moins toutes venir parce que, y a rien d'extrêmement surprenant ni novateur d'un œil d'adulte en tout cas. Les enfants, eux, vont beaucoup apprécier le rythme effréné de l'action et vont aussi apprécier, je pense, les rebondissements parce que nous, on les voit venir, mais probablement pas eux. Parce qu'ils n'ont pas la même culture littéraire que la nôtre, quand même. Il y a malheureusement par contre des répétitions lourdes, un peu comme tout à l'heure, pressé, pas si pressé. Est-ce que c'est parce que c'est pour les enfants? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que les enfants mettent plus de temps à lire le livre alors que moi j'ai dû le lire en 1 ou 2 jours? Je sais pas, mais en tout cas, même si là pour le coup, contrairement à l'autre, j'ai vraiment pas d'exemple en tête précis, mais il y avait manifestement des répétitions lourdes. Enfin, dernier point dont j'ai envie de vous parler, il y a des personnages attachants. J'ai trouvé vraiment que le garçon dont j'ai plus le prénom et la fille dont je n'ai plus non plus le prénom étaient vraiment très attachants, très sympathiques, avec une fin qui brise le cœur d'un point de vue des personnages, mais tant pis, il le faut. Bref, j'ai beaucoup aimé cette petite histoire jeunesse, clairement pas prise de tête, très sympathique. Et clairement, si Gardien des Cités Perdues vous fait peur pour faire lire votre enfant, votre nièce, votre neveu,
votre petite cousine, j'en sais rien, tentez le Drakkar éternel parce que c'est vraiment très chouette. Et la couverture est très belle, vous l'aurez constaté quand même. Et je reviens à ma place habituelle pour vous présenter Ashtandre de Deb Keletti aux éditions PKJ. Voilà. Pour l'histoire, nous allons suivre la jeune et brave Annabelle, qui est une survivante, même si on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais je vais vous laisser dans le flou parce qu'on le découvre qu'à la toute fin du livre, ça fait partie du suspense. Et depuis, elle a beaucoup de traumatismes, n'est-ce pas, et elle va décider, pour une raison que je tairai aussi, puisque ça reste aussi un gros mystère, de traverser, si je dis pas de bêtises, d'ouest en est, je crois, d'ouest en est, les États-Unis, ce qui fait plus de 4300 km. Et je crois que du coup c'est l'équivalent d'un semi-marathon par jour, parce que elle veut aller à l'autre bout à une date précise, donc elle peut pas se permettre de prendre trop de retard, et évidemment elle veut pas tricher. Voilà. Ce livre était vraiment très très bon, je lui ai mis 9 sur 10. C'est pour ça que je vous ai dit que ça allait être très difficile de vous dire le meilleur livre machin, parce que oui j'ai eu un coup de cœur pour Ashtandre, mais sinon ils ont tous eu, ou presque, d'excellentes notes. Je l'ai lu dans le challenge Young Adult d'Emma de la chaîne La Bouquinade, comme tout à l'heure je disais pour Ashtandre, et je l'ai lu dans la catégorie à lire le plus vite possible. Ça parlait de course, je trouvais ça drôle de lire le plus vite possible ce livre-là, donc je l'ai lu en 2 jours. Il a énormément, à mes yeux, de points positifs, par contre, pas de points négatifs. Tant mieux, mais il a quand même que la note de 9 sur 10 parce que c'est pas que ça aurait pu être mieux, mais c'est que ça aurait pu plus me ça aurait pu me captiver davantage. Alors ça m'a beaucoup plu, comme je disais, ça m'a beaucoup intéressé, mais c'est pas non plus la lecture de l'année, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas ressortir de cette lecture avec un esprit complètement chamboulé, voilà. Donc il manque un petit peu d'impact, peut-être, et c'est pour ça que je l'ai noté 9 sur 10 seulement. On va commencer avec le plus simple, le plus basique, la course à pied. Alors je déteste au plus haut point la course à pied, juste un peu en dessous du badminton et du vélo, sinon je déteste la course à pied. Et là franchement j'ai beaucoup aimé l'univers de la course à pied. On vous dit pas juste tous les jours elle court et pendant ce temps là elle pense à ci, à ça, bon, un peu évidemment, mais on parle vraiment aussi de la course en elle-même, des difficultés de faire quand même un fichu semi-marathon tous les jours, vous imaginez? Déjà moi je fais 20 minutes minimum de sport tous les jours, ça me fatigue, mais alors tous les jours faire un semi-marathon, mais ça va pas à la tête. Non, juste non. Donc bref, respect éternel à cette jeune fille. Et donc on va vraiment suivre l'univers de la course. Oui mais faut acheter une nouvelle basket, et tu peux te blesser, et si, et ça, et quoi, ok, je vais pas vous donner tous les tenants et les aboutissants, mais voilà, c'était très sympa. En plus, la course vient sur un autre aspect, puisque souvent on fait un parallèle, flou du coup jusqu'à la fin, parce que comme je vous disais, les révélations sont qu'à la fin, entre la course, comment on vit la course, comment il faut la faire, la pratiquer, comment il faut gérer son énergie sur un semi-marathon, etc., tout ce genre de choses, en parallèle avec bien l'événement traumatique qu'elle a vécu. Juste, c'était génial de faire ce parallèle entre les deux, qui faisait aussi un peu parallèle entre son passé traumatique et son présent de la course, de pourquoi elle fait sa course, etc. Qui d'ailleurs, c'est pas en mode vous avez aucune idée de ce qui s'est passé, vous avez toujours aucune idée le long du bouquin, et à la fin, ah là là, en fait c'était ça. C'est au fur et à mesure on vous glisse des infos, et à vous de comprendre plus ou moins tôt en fonction de vos déductions, et si vous êtes fort en déduction, et si vous essayez de déduire tout simplement, mais vous allez deviner avant qu'on vous le dise noir sur blanc ce qui s'est passé, ce qui lui arrive, etc. etc. Mais du coup, il n'y a pas un côté enquête, mais il y a quand même ces éléments disséminés au fur et à mesure, quoi. Et il faut être honnête, assez rapidement, on met pas le doigt dessus assez rapidement, mais on a 2-3 théories en tête dès le début, qu'on garde une partie du roman, et qu'au fur et à mesure on se dit non, ça peut pas être ça, non, c'est probablement pas ça, etc. etc. Et du coup, ça permet de se rendre compte à quel point les émotions d'Annabelle sont bien transcrites, sont bien écrites, à quel point elles correspondent, selon moi, parce que je n'ai évidemment et heureusement jamais vécu ça, mais à quel point pour moi elles correspondent à ce que tu dois ressentir après avoir vécu ce genre d'événement traumatique. J'espère que je suis assez floue pour rien spoiler. Pour être plus légère, on va dire, il y a, c'est un young adulte donc c'est quasi inévitable, il y a des romances. Donc je ne vais pas vous détailler pourquoi je dis des romances, mais il y a des romances. Elles sont mais tellement chou, vous n'imaginez pas.
franchement, c'était d'une mignonnerie. Si vous avez besoin d'un contemporain avec un soupçon de romance très chou, allez-y. Et enfin, je reviens pour finir sur un aspect positif, mais qui est quand même négatif dans le livre. Vous allez comprendre où je veux en venir. La tension sur les épaules de la pauvre Annabelle, tu sens que les traumas sont forts, sont puissants, et qu'en plus elle se rajoute des trucs en s'obligeant à faire ce semi-marathon quand même tous les jours. Ça reste presque un fardeau en plus, qui pour elle lui paraît beaucoup plus léger que ce qu'elle a vécu évidemment, mais ça reste un fardeau en plus. Tant le poids ressenti par Annabelle que la tension tout le long du bouquin de qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fait, évidemment, pendant qu'elle court, elle va avoir tous ces flashbacks de qu'est-ce qui lui est arrivé. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, on a de plus en plus de petites infos, c'est parce qu'on a vraiment le parallèle entre son présent, comme je le disais plus tôt, et le parallèle avec son passé, et comment elle en est venue là, et qu'est-ce qui lui est arrivé pour arriver jusqu'à cet événement traumatique. Et vraiment, vraiment très très bien. Très très bonne lecture, et si vous aimez les contemporains et qu'Âge tendre ne vous a pas tenté, eh bien laissez-vous tenter par Ampère d'Arlène parce que c'était vraiment très très bon là aussi. Mais dis donc, on s'en sort vraiment pas si mal pour un update avec autant de livres dedans, parce que j'ai déjà fait des updates qui faisaient la même durée alors qu'il y avait 3 livres de moins. Donc je suis pas peu fière de moi, voilà, je suis désolée quand même parce que ça reste une vidéo assez longue, mais elle était pas vraiment si longue que ça. J'ai déjà fait pire, vous le savez très bien. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Je vous l'ai dit, il y a tellement d'excellentes lectures que je ne peux pas vous en conseiller une en particulier. Donc, n'hésitez pas à vous laisser tenter par cette magnifique sélection parce qu'elle était vraiment au top. Moi, en tout cas, j'ai kiffé quasiment toutes ces lectures et je les aime. Voilà, je les aime. J'espère que vous les lirez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu déjà certaines d'entre elles, si vous les avez dans votre palle, si je vous ai fait envie, tout simplement. Bref. Vous connaissez le topo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine!